énergie. Et moi-même, Anouk, qui coordonne le point d'information national ville, donc qui est un point d'information qui informe sur les financements européens en matière de recherche et d'innovation urbaine. De vous rappeler les grandes lignes de la mission ville et de la notion de mission en général, ainsi que l'accompagnement, la structure d'accompagnement qui existe au niveau français euh, pour vous accompagner dans la prise en main de cette mission, mais aussi d'autres instruments européens en lien avec la ville durable. Ensuite, Benjamin vous présentera le cœur du sujet qui concerne les appels mission, donc les appels qui sont publiés au sein du programme Mission. Il fera un retour sur et une analyse sur les projets résultats de l'appel 2021. Et puis, il présentera les nouveaux appels à projets qui viennent de s'ouvrir le 10, les appels à projets 2023, donc 3 appels mission et un appel conjoint entre la mission ville et la mission climat. Vous pourrez ensuite poser des questions et avoir des réponses de la part de Benjamin et moi-même, mais aussi des coordinateurs. On fera une petite pause et puis ensuite on aura la chance d'accueillir 2 témoignages, 2 voire 3 témoignages de projets, donc qui concernent en premier lieu le projet Ascend. Le coordinateur et un partenaire du projet seront présents pour vous livrer leurs 2 regards sur ce projet. Et puis ensuite, on aura un témoignage sur le projet Climate Borough qui, qui lui permettra de rencontrer un partenaire de projet aussi et d'avoir un retour avec le recul qu'on a pour le moment sur ces 2 projets qui ont été financés euh, par les appels missions. Ensuite, vous pourrez évidemment leur poser des questions et, et on se dira au revoir en concluant sur les messages à emporter sur la mission ville. Donc, un rappel sur les grandes lignes de la mission ville, mais avant, un rappel sur les missions européennes. Donc, les missions européennes, vous le savez, c'est cet instrument qui consiste à un nouvel instrument de la Commission européenne qui a été lancé pour relever des défis mondiaux, des défis de taille, des défis très ambitieux, dont un défi sur la ville. C'est un nouvel instrument donc, qui est apparu avec Horizon Europe. Il y a plusieurs missions au sein de cet instrument. Vous les voyez apparaître ici. Donc, il ne s'agit pas d'appels à projets classiques, comme dans les appels RI Horizon Europe, mais d'un portefeuille d'activités attribué à chaque mission, avec non simplement des actions individuelles ou des partenariats de recherche et d'innovation, mais des grands objectifs, des grandes listes d'actions en lien avec ces thématiques, donc l'adaptation au changement climatique, le cancer, la santé des sols et l'alimentation, les océans, les mers et les eaux côtières et intérieures, et évidemment ce qui nous importe aujourd'hui, les villes intelligentes et neutres pour le climat. Donc l'objectif principal de ces missions, c'est d'avoir un impact fort sur la société, mais aussi d'impliquer toutes les parties prenantes, mais surtout les citoyens, dans la formulation des réponses à ces défis. Benjamin, je n'ai pas du tout accès au chat, donc n'hésite pas s'il faut m'aider. Oui, non, c'est juste que visiblement, certaines personnes ont des problèmes pour voir la présentation. Mais moi, de mon côté, je la vois très bien et plusieurs personnes la voient. J'invite peut-être les quelques personnes qui la voient pas à se déconnecter, se reconnecter. Voilà. D'accord. Moi, Benjamin, pour information, moi aussi, j'ai que ma présentation là. J'ai plus Ok, accès à mon support. pas de souci. Si tu peux. Ah, t'as plus accès au support. Non, Ah j'ai plus mince. accès. Je suis plus administratrice, on dirait. Ah bon. Alors, tu- donc tu peux pas passer les slides? Si je peux les passer, mais j'ai plus accès au mode présentateur. D'accord. Ça te va comme Ah, ça? mais ça me va comme ça, c'est pas grave. Ok. Mhm. Juste pour t'informer, je sais pas si toi ce sera le cas pour toi. Euh,
Bon, bah, si y a des personnes qui doivent se déconnecter, revenez aussi vite que possible, mais vous inquiétez pas, le webinaire est, enregistré. La mission ville, donc parmi ces missions, il y a 2 missions qui concernent, plus ou moins la ville. Donc il y a une mission directement, mission ville intelligente et neutre en carbone et puis il y a la mission, climat, donc adaptation au changement climatique, qui contient aussi des thématiques ville. Mais aujourd'hui, on s'intéresse évidemment à la mission ville. Pourquoi une mission sur les villes? Donc, c'est la commission qui considère que les villes, représentent un pourcentage élevé l'émission de gaz à effet de serre. Donc, en ce sens, elles sont les premières à pouvoir s'engager sur la voie de ces objectifs de neutralité climatique et elles peuvent, ensemble, en s'imitant, fournir un effort innovant et un effort, concerté heu, pour, atteindre ces objectifs. Donc, évidemment, on reste dans la lignée de ce qui avait été dit pour, le Green Deal européen, de dire que, la plupart des citoyens vivent dans des zones urbaines, dans des villes, que ce phénomène ne cessera de s'accroître d'ici 2050, que les personnes qui vivent dans les villes et les villes en général consomment, plus de la moitié de l'énergie mondiale et bien plus de la moitié, et sont responsables de bien plus de la moitié des émissions de CO2 dans le monde. La mission a 2 objectifs principaux, qui ne doivent pas, masquer, les 3 piliers de la mission. Donc, le principal objectif de la mission, c'est de réaliser, donc de construire 100 villes intelligentes et climatiquement neutres d'ici 2030, avec l'implication des citoyens évidemment. Mais aussi de faire en sorte que, ces villes, donc ces 100 villes, servent de villes pilotes, pour le déploiement rapide d'autres villes, pour que d'autres villes suivent, leur mouvement, d'ici 2050. Donc, il y a les 100 villes, il y a, des villes suiveuses, il y aura aussi d'autres opportunités pour d'autres villes encore de suivre le mouvement à travers d'autres appels. Et un élément très important à retenir est qu'au cœur de la mission ville, il y a le besoin de créer des synergies entre les initiatives existantes de la Commission européenne, puisque la mission ville n'apparaît pas de nulle part. Il y a déjà des initiatives urbaines au niveau européen et il s'agit en plus, de ces 100 villes sélectionnées de faire en sorte que d'autres villes suivent le mouvement, mais aussi d'autres acteurs de la recherche et de l'innovation urbaine, pour qu'ils puissent, s'intégrer dans le mouvement et proposer d'autres actions en complément. Donc, la mission repose sur 3 piliers. Donc le pilier principal, c'est évidemment l'appel phare des 100 villes, neutres en carbone, donc qui est, un programme qui s'adressait surtout à des villes. Évidemment, donc on en a beaucoup parlé l'année dernière. Il y a eu l'AMI phare, des 100 villes, climatiquement neutres avec, 9 villes françaises sélectionnées. Aujourd'hui, c'est pas ce qui nous intéresse, mais c'est important de savoir, de connaître ces villes et de savoir si vous faites partie de l'écosystème de ces villes, évidemment. Donc rapidement, le plan de mise en œuvre qui concerne, les 100 villes. Donc, c'est un plan qui résume la mission, en fait, l'aspect sans fil de la mission, en rappelant le contexte, les défis, tous les objectifs généraux et spécifiques, mais aussi la logique d'intervention, les activités qui sont prévues pour mener ces villes à la neutralité climatique, le budget et puis, la gouvernance, qui concerne cette mission. Dans les objectifs spécifiques, on retrouve des références à ces synergies, à ces complémentarités, de financement qui doivent être sollicitées, pour mettre en œuvre la mission. Puisqu'en fait, les 100 villes ne vont pas être suffisantes pour atteindre la neutralité climatique. Il faut impliquer les citoyens, mais aussi toutes les parties prenantes, locales, publiques, privées, les autorités régionales et nationales, tout le monde. Donc, il y a une mixité de financement qui est sollicitée, mais aussi, un rapprochement entre les différents acteurs. Encore une fois, les activités de la mission ville sont listées ici. Ça vous permet d'avoir un petit peu, un plan, d'action pour, la mission.
qui n'inclut pas les appels que va vous présenter Benjamin, mais qui vous permet de voir comment les villes vont atteindre cette neutralité climatique avec évidemment en complément les autres appels. Il a semblé important aussi de rappeler la liste des villes européennes et françaises impliquées dans les 100 villes et ce qu'elles représentent aussi au niveau européen, donc 12% de la population, et aussi de nombreuses villes établies dans des pays associés. Le deuxième pilier de la mission ville, c'est la plateforme de mise en œuvre, dont on va non, pas non plus parler aujourd'hui, qui est Net Zero Cities, qui est en charge de mettre en œuvre le plan des 100 villes après l'AMI et de les accompagner dans leur plan de ville, donc au niveau technique, au niveau réglementaire, au niveau financier, de les aider à élaborer le fameux Climate City Contract, donc contrat de ville climatique, de les accompagner dans la recherche de financements supplémentaires et aussi qui est responsable de lancer des appels qui sont ouverts aux villes. Euh, donc la plateforme Net Zero Cities, elle a un site web, vous pouvez le consulter si besoin, si vous êtes une ville et si vous êtes intéressé par ces questions. Mais ce qui va nous occuper aujourd'hui, c'est donc le programme de travail 2023-2024 Mission, donc qui inclut des appels à projets RI entre guillemets classiques Horizon Europe. Donc ces appels viennent d'ouvrir pour l'année 2023. Donc Benjamin va vous présenter une série d'appels, 3 appels et un appel conjoint, comme je vous le disais, avec la mission adaptation au changement climatique. Ces appels vont convoquer toute une diversité de thématiques, donc la mobilité à émissions zéro, les quartiers à énergie positive, le verdissement et la renaturation des villes, mais aussi la régénération urbaine, la résilience, la neutralité climatique et enfin, un sujet un petit peu à part, l'association des villes ukrainiennes à la mission ville. Donc vous aurez une présentation détaillée de ces 3 et 4 appels et des thématiques associées dans quelques instants. Maintenant, avant de passer à la présentation des appels, on a pensé qu'il pourrait être important de présenter le groupe Miroir National Ville aux personnes qui ne le connaîtraient pas ou même aux personnes qui en auraient déjà entendu parler mais qui auraient besoin de plus de détails sur cette structure d'accompagnement française qui est complètement dédiée aux acteurs français, qu'elles soient des villes, qu'elles soient des acteurs de la recherche ou des entreprises, et qui est là pour vous accompagner dans la prise en main de cet instrument Mission Ville et d'autres instruments également avec lesquels il faut, comme toujours, faire des liens, des complémentarités. Donc, ce groupe Miroir a été créé il y a maintenant plus d'1 an. Il est une structure d'accompagnement qui est coordonnée par 2 ministères, donc le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, représenté par Pierre Pacaud, qui est parmi nous aussi, et le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, représenté par Carole Pourgès, qui est là aussi dans l'assistance. Donc, des objectifs ont été définis pour ce groupe miroir. Il s'agit d'un groupe dans lequel nous allons pouvoir dialoguer, pouvoir fournir des propositions concertées sur les programmes de travail et sur les appels à projets, pouvoir également partager une vision d'ensemble de la recherche française comparée aux initiatives européennes en matière de recherche et d'innovation urbaine, de les confronter les politiques européennes françaises et les politiques européennes et les politiques européennes françaises, mais aussi produire des livrables, des productions, valoriser les travaux qui sont conduits au sein du groupe Miroir et de ses différents sous-axes en concertation avec différentes communautés, donc la recherche, les collectivités et les entreprises. La composition du groupe Miroir repose sur une gouvernance décentralisée et participative. Euh, Miroir est composé donc de trois points, 3 cercles, un bureau restreint, un bureau élargi, qui est composé des représentants des 2 ministères précédemment mentionnés, des partenaires
du programme DUT, du partenariat DUT et de tous les membres actifs des groupes de travail qui préparent les réunions, qui discutent des décisions à prendre. Et puis enfin, il y a vous, la plupart d'entre vous, l'assemblée des parties prenantes qui rassemble les acteurs de la communauté nationale de recherche et d'innovation urbaine qui souhaitent avoir accès à des informations spécialisées, à répondre aussi aux sollicitations des différents axes de travail qui vont être déclinés juste après, ou à poser des questions, à faire remonter des remarques ou des positions. C'est pourquoi nous vous invitons régulièrement, lorsque vous êtes sollicité par différents programmes pour répondre à des consultations, à faire remonter vos réponses au groupe miroir afin qu'on puisse rassembler ces avis. Donc, au sein du groupe miroir, nous avons mis en place 4 axes pour répondre à ce besoin de coopération autour de la mission ville et d'autres initiatives. Le premier axe, c'est l'appropriation des appels à projets par les parties prenantes, évidemment. Donc ici, vous avez encore les 3 parties prenantes principales qui sont mentionnées. Ensuite, on a l'articulation entre les recherches nationales et européennes au niveau français. Donc, comparer les politiques européennes en matière de recherche et d'innovation urbaine et nos propres politiques. Nous avons ensuite l'accompagnement des territoires, l'accompagnement opérationnel, les aider à passer à l'acte, écouter aussi leurs besoins et leurs attentes vis-à-vis du groupe Miroir, mais aussi de la Commission européenne. Et enfin, nous avons un axe de valorisation au sein duquel, justement, on en parlait tout à l'heure, nous essayons de mettre en valeur les séminaires, les livrables, les productions qui sont faites au sein du groupe Miroir afin d'en tirer quelque chose et qu'il ne s'agisse pas simplement d'un espace de dialogue, mais d'un espace au sein duquel nous pouvons capitaliser sur notre collaboration. Il y a un axe transversal qui est un axe de communication euh, qui sert à mettre à disposition toutes ces ressources, c'est-à-dire l'agenda de travail du groupe Miroir, le compte-rendu des séminaires, les présentations des séminaires, les replays des séminaires, les vidéos pour revoir le séminaire, et également à communiquer régulièrement sur la sortie des appels à projets en lien avec le point d'information national ville qui traite ces instruments, mais aussi d'autres instruments de recherche et d'innovation urbaine. Donc vous avez ici le rappel des trois groupes, des 3 grands groupes de parties prenantes. Donc ces grands groupes, euh, vous l'avez compris, interviennent au sein des axes en fonction de leurs besoins, en fonction des opportunités, des appels. Ces axes sont pilotés par un ou des coordinateurs, coordinatrices particuliers et particulières, en lien évidemment toujours avec les 2 ministères. Ils font un travail d'information. Ils informent leurs partenaires sur tout ce qui est fait au sein du groupe Miroir et ce qui reste à faire. Ils veillent très soigneusement à mettre à jour leur liste de mails pour informer leur public cible, le public dont ils sont en charge. Ils organisent des séminaires et ils participent évidemment aux plénières du groupe Miroir. Il y a parfois des événements plénières qui sont consacrés à faire un bilan des actions du groupe Miroir ou à aborder une grande thématique phare du groupe Miroir. L'axe 1, donc ici vous avez encore une fois le rappel des personnes et des publics impliqués dans l'axe 1, donc les chercheurs, les entreprises, les collectivités. Différentes questions sont posées à ces acteurs. On essaye d'identifier quelles sont les équipes de recherche les plus actives, celles qui le sont moins et qu'il faudrait impliquer. Comment se positionnent les entreprises vis-à-vis de ces opportunités de financement européen et ce qu'ils attendent aussi de nous. Mais aussi pour les collectivités, la façon de les impliquer, mais aussi de leur fournir des solutions concrètes. Qu'est-ce qu'elles attendent sur le plan opérationnel de cet accompagnement français à la mission ville. Donc, encore une fois, il y a toute une série d'activités qui peuvent être proposées pour, euh,
pour répondre à ces questions, donc l'élaboration de positions françaises, la rédaction de lettres de soutien lors d'une candidature, l'anticipation des appels, le la comment dire? La réunification des commentaires qu'on peut faire sur des programmes, nouveaux ou préexistants, mais qui se renouvellent. Vous avez toute une série d'acteurs qui sont impliqués dans cet axe 1. Vous avez, évidemment les agences de recherche, les alliances aussi de recherche, les universités comme l'université Gustave Eiffel, le CEREMA, le EPUCA. Pour les entreprises, vous avez, un sous-groupe qui est mené par l'ANRT et France Ville Durable, qui essaie d'impliquer les entreprises et notamment celles qui sont prêtes à investir du temps dans ces questions de financement européen pour la ville. Et vous avez évidemment les collectivités, qui forment un groupe très ouvert sur, toutes ces thématiques en lien avec la mission ville et d'autres initiatives et qui attendent d'accueillir d'autres villes. Dans l'axe 2, vous donc l'articulation entre les recherches nationales et européennes, l'objectif ici est, d'identifier à la fois les collaborations qu'il faut privilégier avec soit des laboratoires, soit des pays en particulier, heu, aussi formaliser des points d'accord ou de complément ou de désaccord avec les appels d'offres européens, les mettre en parallèle avec d'autres appels d'offres qui existent au niveau français, comme ceux du PIA4, ceux de l'ADEME, et puis in fine de convaincre les équipes de recherche, les entreprises, et les collectivités de l'intérêt de répondre à ces appels à projets en leur proposant des activités donc d'études, d'analyse des comparatifs des actions de recherche et d'innovation françaises, heu, avec l'éclairage de plusieurs acteurs, dont la l'ANCT, sur les projets qui sont déjà financés au niveau français, qui existent déjà par différents fonds, comme les fonds structurels par exemple, pour, comparer et s'appuyer sur l'existant avant de tout réinventer. L'axe 3, l'accompagnement des territoires, est un axe très opérationnel. C'est un accompagnement pour ceux qui veulent déposer un dossier, donc un dossier de candidature, des conseils pour trouver des partenaires, des messages à emporter pour construire un projet performant, une veille, de tous les instants pour essayer de les préparer au mieux à leur candidature et puis, ensuite un soutien aussi après leur candidature, heu, pour éventuellement évaluer leurs, points de blocage, ce qu'ils ont réussi à faire, ce qu'ils n'ont pas réussi et ce qu'on peut faire remonter au sein des autres axes. Donc encore une fois, dans cet axe, nous pouvons, organiser des événements, monter des séminaires, accompagner toutes les collectivités qui veulent candidater, les mettre en relation entre elles et avec d'autres acteurs et aussi faire remonter des positions, aux représentants au comité de programme d'Horizon Europe. Encore une fois, les 3 communautés d'acteurs sont convoquées. Cet axe travaille, en fonction de l'ouverture des appels à projets évidemment, mais aussi durant la mise en œuvre de ces projets quand ils sont, retenus. Et vous avez là encore, une typologie d'acteurs concernés, qui concerne, tous les organismes en lien avec les collectivités, qui peuvent aider, à identifier, les verrous, les solutions possibles, mais aussi en interne à proposer des contenus, des séminaires, des productions, en lien avec, ces initiatives. Très rapidement, l'axe valorisation, donc, on le disait tout à l'heure, valoriser ce qui a été fait au sein du groupe Miroir, améliorer l'offre du groupe Miroir, améliorer, notre façon de fonctionner, puisque les axes vont évoluer en fonction des appels, des initiatives qui vont être créées ou qui vont évoluer elles-mêmes et décrypter, les projets à la lumière de ce qu'on a fait dans les autres actes. Donc, essayer de mettre, à disposition des membres du groupe Miroir, des membres de l'assemblée des parties prenantes, tout ce qu'on a pu construire ensemble, au sein des différents actes qui communiquent entre eux, mais parfois,
qui peuvent ne pas pouvoir participer à toutes les réunions. Encore une fois, les trois communautés sont concernées et les acteurs, le groupe l'axe valorisation peuvent vous aider à produire des documents, à vous rapprocher d'autres axes ou à vous rapprocher du Pinville pour mettre en valeur ces documents. L'axe communication, on en a déjà parlé. Il s'agit tout simplement de mettre à disposition tout ce qui a été produit sur le site du Pinville, que vous aurez en lien, mais aussi en lien avec le site gouvernemental d'Horizon Europe. Vous avez sur le site du Pinville accès donc aux webinaires qui ont été animés par le groupe Miroir. Ils sont réguliers. Vous avez ici à l'écran un échantillon, trois exemples de webinaires en lien avec la mission Ville ou avec d'autres initiatives. Bon, ici, c'est en lien avec la mission Ville, qui peuvent intervenir soit au niveau du groupe Miroir en général, soit au niveau d'un axe, soit au niveau d'un groupe cible, entreprise, collectivité, chercheurs. Juste une capture d'écran du site web du Pinville avec une indication sur là où vous pouvez trouver l'espace qui est entièrement dédié au groupe Miroir, où vous trouverez tous les événements de la présentation du groupe Miroir, tout ce qu'on vient de dire tout de suite, et puis l'espace valorisation. Je vais laisser la parole à Benjamin pour qu'il présente les opportunités mission. Alors, l'analyse des anciens appels à projets, puis ensuite la présentation des nouveaux appels à projets 2023. Et puis ensuite, nous aurons la chance et l'opportunité d'accueillir les trois témoignages des porteurs de projets Assen et Climate Borough. Par la main, je ferme mon Merci micro. Anouk. Merci. Juste parce qu'on a eu quelques questions dans le chat, donc il y avait une question relative à la shortlist des 30 villes pilotes, savoir quand est-ce cette shortlist allait être dévoilée. Carole a précisé qu'a priori, ça serait le 28 février. Voilà, ça a l'air d'être la date, sauf si tu avais une information différente. Et une deuxième question de Cyril Poinceau. Les navires français sont-elles déjà impliqués dans des projets où la recherche de toute solution est prête à participer à des projets Mission 2023? Là, je vais revenir sur les premiers appels 2021 où on va voir quelles sont les collectivités qui sont impliquées dans ces consortiums. Voilà, donc après, on n'a pas forcément un dialogue permanent avec ces 9 villes françaises, mais évidemment, si elles se sont manifestées et si elles ont signé cette charte, c'est aussi pour être présentes et participer aux appels génériques de la mission climat. Je ne sais pas si c'était votre question. Voilà. Et sinon, j'avance puisque on n'est pas forcément très en avance. Pour revenir sur les appels de programme de travail 2021-2022, alors il y a eu plusieurs vagues pour ces appels. Deux vagues en 2021, enfin deux appels pour la première vague de 2021, appels qui visaient à mettre en route en quelque sorte la mission et à poser les premières briques de la mission ville. Puis, alors, 5 appels encore 2021 pour la deuxième vague, donc 4 vraiment appels standards plus un accord cadre de partenariat qui visait à élargir le plateforme de pardon, l'étendue de la plateforme mission. Alors ces 4 appels visaient respectivement à soutenir un éventail diversifié de zones urbaines à travers l'Europe pour concevoir et déployer des solutions afin d'atteindre la neutralité climatique d'ici 2030. Ça, c'était le premier appel. Le deuxième appel visait à augmenter l'adoption de solutions pour s'attaquer aux émissions, à la congestion urbaine, à l'amélioration des transports publics dans les zones urbaines. Euh, pour le quatrième appel, celui-ci visait à faire la démonstration et la mise en œuvre à grande échelle de quartiers à énergie
propres, des quartiers positifs à énergie propre, notamment pour prouver leur faisabilité et leur rentabilité. Et le dernier appel visait notamment à mettre en place un centre mondial d'échange de connaissances sur les voies de réduction pour les environnements urbains. Et enfin, un seul appel en 2022 qui visait à accroître l'ampleur et la rapidité de l'adoption à plus grande échelle de solutions de mobilité qui soient sûres, abordables, durables et innovantes. Petit rappel parce que de ce qui avait déjà été financé. Concernant la première vague d'appel 2021, chaque appel avait financé un projet. Le projet pour le premier appel, Capacities, pour Building Capacities for the Climate Neutral and Smart Cities Mission. C'est un appel où la France participe à travers le MESR, le ministère de la Transition écologique et de cohésion du territoire, France urbaine, ANCT, etc. C'était un budget de 2 millions d'euros pour cet appel-là et la France avait récupéré 125 000 euros. Et c'est un projet notamment qui visait à, hum, à à apporter un appui aux structures institutionnelles pour la neutralité climatique afin de se développer au-delà de la durée du projet. Le deuxième projet où la France n'est pas présente, qui est coordonné par les Néerlandais, visait à apporter un appui au concept de la mission ville et à la plateforme de la mission, notamment dans la conception et le déploiement des Climate City Contracts. Alors, plus intéressant, la deuxième vague d'appel 2021, 8 projets qui ont été financés pour les 4 appels pertinents, autres l'appel d'accord cadre. Ce qui est assez intéressant à noter, je pense sans rentrer trop dans le détail, c'est qu'en fait, on voit que la France est présente dans tous les appels, oui, dans tous les appels, pas forcément tous les projets, mais tous les appels. Et pratiquement donc tous les projets sauf 2. Parmi tous ces projets, un seul est coordonné par la France, c'est le projet Assynt, qui répondait au 4e appel. Projet Assynt dont on va avoir le témoignage tout à l'heure durant ce webinaire. Tous ces projets qui sont cités ici sont disponibles sur la plateforme Cordis et sont donc les informations sont publiques. Quelques graphiques pour illustrer donc les résultats de cette première vague d'appel 2021. Ce qu'on peut voir de manière générale, et ça c'est vrai pour chaque appel, c'est que le taux de réussite est quand même très élevé, que ce soit en termes de propositions déposées versus propositions retenues, qui est d'environ 50%, c'est le graphique en bas à droite. Et en termes de financement également, où là, on est même au-delà des 50%. En fait, ce qui se passe, c'est que l'émission, c'est quand même un objet un peu nouveau qui n'était pas forcément très bien connu de la part de la communauté et des entités qui participent habituellement au réseau Europe. Et on s'est aperçu qu'en fait, il y avait eu assez peu de dépôts de projets par rapport au nombre de projets qui allaient être financés, ce qui implique un taux de réussite qui était assez élevé. Donc, c'est assez encourageant pour se mobiliser sur les prochains appels 2023 que je vais présenter. Au niveau du positionnement français sur ces premiers appels, la France positionne 4e, vraiment au coude à coude avec l'Italie qui était donc 3e, ça se joue à 100 000 euros. On peut voir que bon, l'Allemagne a très bien performé elle est première et qu'elle récupère à peu près 24 millions d'euros. Je pense qu'il y a 2 messages principaux ici vis-à-vis du positionnement de la France, c'est que comme toujours, on s'aperçoit qu'en fait la France dépose très peu de projets. Elle a déposé, je crois, à peine plus du tiers du nombre de projets que, que l'Allemagne ou l'Espagne avaient déposé de leur côté. Donc on est toujours handicapé par ce nombre de dépôts initial. Par contre, ce qui est assez flagrant et très positif sur cette première vague d'appel 2021, c'est qu'en fait, la France a eu un taux de succès qui était excellent, pratiquement les 100% de taux de réussite, ce qui, je crois,
ne s'est jamais produit peut-être ailleurs que sur cette première vague d'appels 2021 de la mission Ville. Donc, en 2021, vous étiez français, vous aviez déposé une proposition, vous étiez partenaire dans une proposition, vous étiez financé. Et quand on sait que ce sont des très beaux projets, puisque hors l'appel qui était une CSA, il y a une moyenne de 13 millions d'euros par projet. Donc, un taux de succès très élevé pour des projets qui étaient quand même des projets avec des beaux budgets. Donc toujours le même message, il faut déposer plus puisque là, en tant que partenaire français, on a un taux de succès qui est excellent. Voilà, j'ai pas vu de questions passer par rapport à cette première partie des slides. Pour ce qui a trait aux nouveaux appels, donc les appels 2023, on est sur normalement un programme 2023-2024, mais la Commission a choisi de ne publier que les appels 2023, notamment du fait de sa volonté de faire un peu un état des lieux à mi-parcours d'émission. Voilà. Donc là, on est sur les appels 2023. Au niveau du budget, on est à 115 millions d'euros, ce qui équivaut à peu près au budget des appels 2021. On était aux alentours des 117 millions d'euros, et ce qui est bien supérieur à l'unique appel 2022 qui était à 42 millions d'euros pour cet appel. Le premier appel, c'est assez important de le dire, est un très gros appel de 50 millions d'euros qui va venir financer deux projets à 25 millions d'euros chacun. Donc un très gros appel, suivi de trois autres appels qui sont assez intéressants aussi. Enfin, deux autres appels qui sont assez intéressants des IA et une CSA. Les trois IA ont des niveaux de TRL qui sont assez élevés. On est vraiment dans cette nouvelle vague d'appels au niveau de la démonstration et du test de solutions concrètes. Par contre, petit warning, comme vous le voyez, les dates de clôture sont très proches. 27 avril 2023, donc ça laisse vraiment, et on en a bien conscience, très peu de temps pour se positionner. Voilà, donc il ne faut pas perdre de temps. Le Pinville et le PCN Transport sont là pour vous accompagner sur cette vague d'appels. N'hésitez pas à nous solliciter. Si on peut essayer de vous mettre en relation, on le fera au meilleur de nos capacités. Donc, un premier appel 2023, donc c'est cet appel, cette IA qui va venir financer deux projets à 25 millions d'euros chacun, avec un niveau de TRL attendu en fin de projet à 7. C'est un appel qui vise en fait à associer les citoyens, les acteurs de la logistique et de la livraison, les urbanistes, les opérateurs de transport, ainsi que les fournisseurs de technologies, et ce afin de combiner les potentiels des véhicules électriques automatisés et connectés et la mobilité des personnes et du transport de marchandises. Tout cela, évidemment, toujours dans l'objectif d'atteindre la neutralité climatique des villes. C'est donc un appel qui est conjoint entre la mission ville et il y a enfin deux partenariats coprogrammés qui sont To Zero pour la neutralité au niveau la durabilité des transports et la neutralité des transports, et le CICAM, le Connected Cooperated and Automated Mobility. Donc c'est pour ça que c'est un appel qui vise à la fois à allier la neutralité carbone des transports, la mobilité connectée, et à atteindre l'objectif de la mission ville pour la neutralité des villes, neutralité carbone des villes. Donc, c'est un appel qui vise à donner des outils pour atteindre cet objectif de neutralité carbone via la réduction des émissions de CO2, la réduction de la demande d'énergie, tout en permettant une meilleure qualité de l'air et une utilisation plus efficace et plus sécurisée de l'espace urbain.
Pour cela, l'appel va viser à développer des solutions de mobilité qui répondent aux besoins des personnes et des villes, qui soient co-conçues avec les autorités locales, les citoyens et les parties prenantes. Ces solutions vont devoir être transférables pour la mobilité des personnes et des biens, et vont devoir tirer vraiment tout le potentiel de l'électrification, de l'automatisation et de la connectivité des transports. Ces solutions vont devoir également être bien sûr économiquement viables. Elles vont devoir être modulaires et adaptables et transférables entre les villes qui ont des particularités distinctes. Comme je le disais vite fait dans l'introduction de cet appel, les propositions vont donc devoir viser deux objectifs principaux. D'une part, inclure des concepts innovants de mobilité des passagers et du transport des marchandises qui soient conçus conjointement avec les fournisseurs de technologies et les villes, et en coopération avec les utilisateurs finaux, les citoyens et les autres parties prenantes, afin vraiment de venir optimiser les performances, la facilité d'utilisation et maximiser l'adoption de ces solutions. Les propositions vont ensuite devoir faire la démonstration de ces solutions dans des environnements et des cas d'utilisation réels. D'autre part, les propositions vont devoir développer, tester et démontrer des solutions innovantes pour la mobilité des personnes et des marchandises, en exploitant le potentiel combiné de l'électrification, de l'automatisation et de la connectivité. Les solutions vont devoir donc être basées sur des technologies existantes et satisfaire les besoins des villes et des utilisateurs, en visant la mise en œuvre de cas pilotes au niveau de la ville pour assurer la faisabilité, l'adhésion et l'acceptation de ces solutions. Pour atteindre ces deux objectifs, les propositions vont devoir mettre en place un processus de co-conception entre les autorités publiques locales, les urbanistes, les utilisateurs finaux et les fournisseurs de systèmes de mobilité automatisés et à zéro émission. Les propositions vont également devoir développer des systèmes ouverts et résilients, ainsi que des solutions qui soient reproductibles et qui peuvent être vraiment être étendues à l'échelle d'une ville et adaptées de manière flexible aux besoins de cas d'utilisation. Les propositions vont devoir faire attention à bien exploiter les technologies développées et en cours de développement dans le cas des partenariats, donc ToZero et SICAM, lors de la conception de l'essai et de la démonstration de ces solutions et des services, tels que par exemple les fonctions automatisées et connectées ou les jumeaux numériques. Concrètement, chaque proposition va donc devoir envisager des démonstrations pilotes dans au moins dans deux villes pilotes. Ces deux villes vont devoir être situées chacune dans un État membre ou associé au programme Horizon Europe qui soit différent. Les propositions vont devoir fournir les preuves nécessaires de l'engagement des villes et tester et mettre en œuvre des solutions qui soient conçues conjointement. Pour également favoriser la reproductibilité de ces solutions, qui est vraiment dans le cœur de cet appel, et la propriétisation de ces résultats, chaque proposition va devoir également impliquer au moins 4 villes suiveuses ou réplicantes. En outre, étant donné le rôle vraiment important des territoires dans lesquels les villes participantes sont situées, les villes qui vont être chefs de file sont fortement encouragées à rechercher le soutien de leur territoire, et ce soutien va pouvoir prendre la forme, par exemple, d'une intégration dans le consortium ou d'un lien dans un programme existant au futur au niveau du territoire, d'un soutien financier ou de l'implication de ces représentants du territoire dans des advisory boards. Voilà, j'ai essayé d'avancer un petit peu vite sur cet appel. Je propose de présenter les appels à la suite, et je prendrai peut-être les questions après pour pas perdre trop de temps. Donc deuxième appel, encore une fois, c'est une IA qui est dotée cette fois-ci de 20 millions d'euros avec un TRL en fin de projet fixé à 6,8.
et les projets seront financés à hauteur de 6 à 7 millions d'euros chacun. Alors cet appel, lui, vise à fournir les bases scientifiques pour une réflexion sur les éléments et processus nécessaires pour rendre tout d'abord un quartier puis une ville entière climatiquement neutre. Donc c'est un appel qui vise à augmenter l'augmentation du nombre d'actions de planification urbaine pour des quartiers à énergie propre positive en utilisant notamment des outils de jumeaux numériques et ce pour la conception, le développement et la gestion des quartiers à énergie positive. Cet appel vise également à développer des approches améliorées pour la collecte des données pertinentes en temps réel pour la gestion de ces quartiers à énergie positive. L'appel vise en outre à l'intégration accrue des systèmes de gestion existants à plus petite échelle, par exemple les systèmes de gestion des bâtiments, dans des plateformes urbaines opérationnelles basées sur des normes ouvertes et en utilisant des données sectorielles. Enfin, l'appel va viser à l'amélioration des performances des systèmes d'auto-apprentissage basés sur l'intelligence artificielle pour l'optimisation des quartiers à énergie propre positive. Pour cela, donc au niveau des activités qui vont devoir être mis en place, les projets vont devoir développer un jumeau numérique qui va au-delà de la simple représentation virtuelle de l'environnement bâti en intégrant une couche de modélisation complète des systèmes énergétiques locaux ainsi que des solutions de mobilité et de transport dans les limites du quartier définies par le projet lui-même. Ce jumeau numérique doit permettre l'analyse de scénarios avec des conditions différentes pour aider à définir la matrice de solution optimale. Il doit également s'appuyer sur des composants existants et utiliser des normes ouvertes, des spécifications techniques et des logiciels libres dans la mesure du possible. Les propositions dans cette lignée vont devoir préparer une étude d'impact économique pour ce jumeau numérique des quartiers à énergie positive, une analyse des risques et une stratégie de sécurité des données. Les propositions vont devoir impliquer et former les acteurs publics et privés qui seront impliqués dans cette création et qui utiliseront ces jumeaux numériques tout en participant à modifier la prise de conscience et le comportement des citoyens en matière d'efficacité énergétique et d'économie d'énergie. On passe à l'appel suivant. Je regarde juste un petit peu par rapport au temps, on n'est pas en avance. Je ne sais pas, changer, voilà. Je sais plus. Est-ce que j'étais. Je suis un peu perdu dans mes slides, pardon. Donc, tac, tac, on était là. Pourquoi il y a deux slides qui se suivent? Ouais, j'ai dû mettre deux fois la même slide, excusez-moi. Donc, troisième appel, qui est l'appel conjoint climat-ville. Donc, c'est un appel qui va venir répondre à la fois aux objectifs de la mission ville et aux objectifs de la mission climat, et vous allez comprendre pourquoi. Très rapidement, la mission climat, c'est une mission, si vous n'étiez pas présent à notre webinaire de mardi, c'est une mission qui a pour but vraiment d'aider les régions et les collectivités et communautés à s'adapter en fait au changement climatique et aux conséquences inévitables du changement climatique. Il vise notamment à faire la démonstration dans 175 régions ou communautés de ces solutions pour les rendre véritablement résilientes au changement climatique. Donc, c'est une IA dotée de 40 millions d'euros et qui va venir financer des projets à hauteur de 10 à 12 millions d'euros chacun. C'est un appel qui vise à explorer et démontrer comment rendre opérationnelles les approches collaboratives de planification urbaine pour l'atténuation et l'adaptation au climat en déployant des solutions de verdissement et de renaturation. Donc dans cet appel, ce que l'on vise, c'est vraiment d'avoir un environnement bâti qui soit globalement régénéré, réhabilité et à l'épreuve du climat,
résilient également et amélioré sur le plan environnemental, social et économique. Ce travail va notamment devoir se faire par des interventions de verdissement et de renaturation, telles que les infrastructures vertes et bleues, les solutions basées sur la nature, les toits et corridors verts, la restauration des écosystèmes urbains. En parallèle, les projets vont devoir permettre l'amélioration de l'habitabilité, la fonctionnalité, la qualité de vie et la cohésion sociale des zones urbaines par le biais d'espaces publics et environnements bâtis qui soient renaturés. Cela devra passer par une augmentation de la part des espaces verts publics nouvellement créés et ou restaurés d'au moins 25% sur l'ensemble de la zone de régénération ciblée, et ce par rapport à la base de référence au début du projet. Et en parallèle, cela doit s'accompagner d'une augmentation de la satisfaction des citoyens d'au moins 20% de nouveau par rapport à la situation de référence au niveau du projet, au niveau du début du projet. Pour cela, les projets vont devoir mettre en place dans chaque ville participante des plateformes de collaboration telles que les laboratoires vivants qui vont venir impliquer des autorités locales, des citoyens, des parties prenantes et tout autre acteur concerné, que ce soit des fournisseurs d'infrastructures, les institutions de la connaissance, les planificateurs, les organisations culturelles créatives, les agences d'énergie, etc., etc. Et tout cela pour la co-conception et l'expérimentation de la démonstration de plans d'écologisation et de renaturisation, et ce pour favoriser des villes qui soient neutres sur le plan climatique, plus résilientes et plus vivables. Les projets vont devoir également veiller à ce que la dimension donc régionale de l'adaptation au climat soit correctement prise en compte. C'est bien un projet conjoint. Et ce, notamment grâce à la participation continue des autorités régionales et qui sont chargées de la conception et de la mise en œuvre des mesures régionales d'atténuation et d'adaptation au climat. Et ce, ben, évidemment, afin de garantir la compatibilité et la cohérence des plans urbains et régionaux d'adaptation au changement climatique. Cet aspect-là est un peu facilité en France du fait que toutes les régions françaises sont signataires de la charte climat qui a été lancée au sein de la mission adaptation au changement climatique, et donc sont vraiment mobilisés sur cette mission climat et sur les enjeux d'adaptation au changement climatique. Donc si c'était un appel qui vous intéresse, on vous encourage vivement à vous rapprocher des autorités régionales. Concrètement, chaque projet va devoir inclure des démonstrations pilotes dans au moins 4 villes, situées chacune dans un État membre ou un pays associé au programme Horizon Europe différent, et ce, afin de démontrer comment la planification et la conception urbaine peuvent être déployées de manière optimale pour développer et mettre en œuvre des solutions de verdissement et de renaturation à des fins de régénération, réaffectation et réhabilitation. En parallèle, les projets doivent inclure au moins 4 villes réplicatrices qui vont devoir représenter une bonne diversité géographique, climatique et socio-économique à travers l'Europe. Ces 4 villes réplicatrices doivent être également situées dans des États membres ou associés différents. Voilà pour cet appel. Enfin, un dernier appel, alors c'est un appel un petit peu différent. C'est une CSA dotée de 5 millions d'euros. En fait, donc c'est une CSA qui, comme vous pouvez l'imaginer, s'inscrit dans le contexte actuel de la guerre en Ukraine, et il s'agit d'associer les villes ukrainiennes à la mission ville, alors que s'offre l'occasion de combiner les considérations de reconstruction de ces villes avec des objectifs de neutralité climatique et de durabilité à long terme, et ce, conformément aux objectifs de la mission ville et du Green Deal de l'Union européenne.
Donc en fait, c'est un appel qui va venir, qui va viser à venir identifier un noyau de villes ukrainiennes qui vont vouloir s'engager à atteindre un objectif de neutralité climatique, et encore une fois, notamment dans l'effort de reconstruction qui va nécessairement avoir lieu. Et c'est donc un appel qui vise à accélérer la transition climatique de ces villes ukrainiennes en préparant les autorités locales à atteindre les objectifs du Green Deal. Pour cela, l'appel vise à permettre un échange de bonnes pratiques entre les villes européennes qui sont déjà engagées dans cette voie de la neutralité climatique, notamment évidemment les villes qui participent à la mission ville, qui sont dans la liste des villes sélectionnées, et les villes ukrainiennes qui seront demandeuses de collaborer. À cette fin, donc la CSA va venir devoir cartographier sur la base d'initiatives européennes et internationales existantes les villes ukrainiennes qui pourraient s'engager dans cet effort de neutralité climatique. Suite à cette analyse, les propositions vont devoir identifier et soutenir donc ces villes ukrainiennes dans le développement de leur stratégie de neutralité climatique, et notamment accroître la sensibilisation et la capacité des autorités locales à ces questions de neutralité climatique. Et les propositions vont devoir soutenir le jumelage et le travail en équipe entre ces villes ukrainiennes et les villes de la même sensibilité qui participent à la mission ville. D'autre part, les propositions vont devoir faciliter l'échange et les bonnes pratiques au sein des groupes cibles de villes ukrainiennes et de ces villes avec d'autres villes en Ukraine, notre ville suiveuse en Ukraine. Enfin, les propositions vont devoir soutenir la collaboration avec des programmes qui soient et initiatives qui vont être gérées par la Banque mondiale, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD, et notamment lorsqu'il s'agira d'aider les villes à identifier les sources de financement pour la mise en œuvre de leur stratégie de neutralité climatique. Elles vont devoir également envisager une coopération avec la Convention mondiale des maires, l'Alliance européenne des villes et des régions pour l'Ukraine, et faciliter la coopération entre pairs entre les villes et régions de l'Union européenne et celles de l'Ukraine. Voilà, alors je pense qu'on va devoir sauter la pause, mais ce qui va nous permettre de répondre à quelques questions. Alors je suis un petit peu perdu, j'essaie de les reprendre dans l'ordre. Si Anouk, tu peux peut-être m'aider, Oui, alors la si tu as vu des première questions. question, c'était savez-vous ce que l'on met derrière automatisé? Donc je pense que c'était au début de ta présentation des nouveaux Oui, alors appels. c'est pour l'appel en lien Appel. avec donc le partenariat coprogrammé SICAM. En fait, c'est assez bien décrit dans le partenariat. Chaque partenariat To Zero et SICAM ont une feuille de route qui a été publiée il y a un petit moment maintenant, qui prépare parce que les appels qui sont tagués SICAM et qui a influencé bien évidemment l'écriture de cet appel. Donc en fait, je vous encourage à aller consulter cette feuille de route et le partenariat SICAM, où ils vont vraiment décrire ce à quoi renvoie chacun de leurs mots, mais voilà, avec les différents niveaux d'automatisation qui peuvent être visés dans le cadre de ce partenariat. Voilà, je ne Est-ce réponds que pas forcément dans le détail, mais je pense que sera le plus facile pour vraiment s'approprier la définition. est-ce que tu es toujours perdu ou est-ce que tu veux Non, que... c'est bon, bah, C'est bon, tu as retrouvé voilà, la je vais deuxième lire question? dans le. C'est bon. Super. Alors, est-ce qu'il faut dans ce topic proposer uniquement des solutions qui fassent à la fois du transport de personnes et du transport de biens, ou est-ce qu'il peut y avoir des solutions sur du transport de personnes et d'autres sur du transport de biens? Alors là, faut se renvoyer au texte de l'appel. Il faudrait que je vérifie, mais pour moi, il me semble que c'est vraiment à la fois le transport de personnes et le transport de marchandises. Voilà. C'est pas dans le texte de l'appel et où, mais c'est vraiment et le transport de personnes et le transport de marchandises et de biens à vérifier quand même que ça soit le cas. Mais en général, c'est vraiment le texte de l'appel qui fait foi. Si c'est et, c'est les deux. Et si c'est et où, ça sera l'un ou l'autre. Mais dans mes souvenirs, c'est vraiment et qui est inscrit dans le texte de l'appel. Et en tout cas dans le titre.
Côté ANCT, je pense qu'il serait également utile d'avoir les présentations afin de relayer l'information auprès des villes. Donc là, je pense que c'est de manière générale, ça, les présentations vont être disponibles, oui, tu le disais. On vous communiquera dès que les présentations seront mises en ligne. On communiquera aux participants que celles-ci ont été mises en ligne pour que vous puissiez les télécharger. Tac, tac. Savez-vous ce qu'il y a derrière le terme open dans le topic, donc dans le premier topic, open, develop open while resilient system and replicable solution. Alors, il faudrait que là, je pense que dans cette phrase-là, c'est vraiment des solutions ouvertes, c'est-à-dire basées sur les données ouvertes et accessibles, donc l'open data, donc des solutions qui puissent être reprises largement. Donc, c'est vraiment si je ne me trompe pas pour cette ligne-là, ça fait référence à la science ouverte et à l'accessibilité des solutions et des données qui sont développées dans le projet. Donc, sur le call Digital Twins, pouvez-vous revenir sur la gestion des périmètres quartier versus ville? Donc, ça, c'est Carole. En fait, c'est alors je ne sais pas si tu pourras préciser la question, mais c'est un appel qui vise tout d'abord à développer des solutions au niveau du quartier, tester ces solutions au niveau des quartiers à énergie positive, les fameux PED, qui reviennent récurremment, de manière récurrente, pardon, dans différents appels, que ce soit la mission ville ou le fameux DUT, et après à pouvoir élargir ces solutions, puisqu'en fait c'est un premier tremplin de test des solutions pour que ces solutions puissent être élargies à l'ensemble des villes. Voilà, je ne sais pas si c'est ta question. Sur cet appel à projet, combien faut-il de pays partenaires? Dans tous les appels Horizon Europe, que ce soit pour les missions ou pour les appels génériques, les conditions de base s'appliquent, c'est-à-dire 3 partenaires issus de 3 États membres, donc 3 États de l'Union européenne ou associés au programme Horizon Europe différents. Donc 3 pays partenaires différents au minimum. Euh, Sachant que, évidemment, on est toujours, les consortiums vont pratiquement tout le temps au-delà de cette condition d'éligibilité et que, en plus, dans les missions en ville, du fait de l'implication d'un certain nombre de villes, etc., les consortiums sont de facto beaucoup plus larges. Voilà. Condition de base, 3 partenaires, mais là, vous allez être bien au-delà. Et on le voit de toute façon dans les premiers appels 2021 qui sont des consortiums assez larges. Voilà, Françoise Gaspard a apporté et Pierre ont apporté des précisions. Donc je passe, puisque c'est des précisions qui ont été apportées. Bonjour, peut-on trouver les potentiels consortiums qui sont en train de se développer? Alors évidemment, c'est toujours un peu le problème, surtout pour les appels missions du fait du fait que les missions sont un peu nouvelles ou l'information circule, je pense, un peu moins que pour les autres appels génériques où on a un peu plus de visibilité parfois. On peut pas trouver, il y a pas de base de données qui recense les consortiums qui sont en train de se monter. Donc là, il faut vraiment jouer alors avec votre réseau personnel. Si vous avez l'habitude de collaborer avec des partenaires qui pourraient se mobiliser sur les appels missions, vous allez pouvoir tout simplement revenir vers Anouk ou moi-même pour faire part de votre intérêt et voir si nous, de notre côté, on a pu entendre parler de partenaires de consortium qui seraient en train de se monter. Et on peut faire circuler l'information de votre intérêt. Après, vous pouvez tout simplement vous rapprocher
des villes qui se sont, des 100 villes et des 9 villes françaises qui se sont mobilisées, qui ont été sélectionnées parce que c'est a priori des villes qui vont peut-être vouloir se remobiliser sur des appels génériques du programme Travail Mission. Donc ça peut être un point d'entrée, donc des villes qui seraient des villes de collectivités qui seraient proches de chez vous, ou des partenaires tout simplement qui ont également participé dans les premiers appels 2021. Donc c'est un peu un travail d'excavation, étant donné que SICAM et ToZero sont également des partenariats pour ce premier appel. Si jamais vous êtes dans ce partenariat ou si vous avez des partenaires qui en font partie, peut-être que c'est un appel qui a été, probablement un appel qui a été discuté, et donc c'est également un point d'entrée. Donc il n'y a pas de solution miracle, il faut un peu regarder de tous les bords, mais on peut vous accompagner dans la mesure du possible sur cette question. Alors, faut-il avoir déposé une pré-proposition, l'avoir a priori co-construit avec une ville intéressée, ou bien y a-t-il un moyen de prendre contact avec des villes grâce à votre intermédiaire pour savoir si ce que l'on peut proposer rencontre un intérêt d'une ou plusieurs villes? Alors, je suis pas sûr de tout à fait comprendre. Alors, il n'y a pas de pré-proposition à déposer. C'est un peu c'est une négociation qui va être un peu standard dans la formation des consortiums pour un projet Horizon Europe, c'est-à-dire que vous allez vous rapprocher des partenaires potentiels et notamment des villes et voir si votre expertise peut être intéressante dans le cadre du consortium qui va être formé. Euh, voilà, donc c'est vraiment formation de consortium standard. Après, prendre contact avec les villes par notre intermédiaire. Je ne sais pas si, Anouk, toi, c'est quelque chose que tu peux faire de ton côté, euh, peut-être plus que moi. Excuse-moi, j'étais en train de communiquer avec le chat sur les témoignages. D'accord. Pas de souci. Non, est-ce que toi, tu peux servir d'intermédiaire entre les personnes qui voudraient se, 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 hum, donc participer à ces appels et les villes sélectionnées ou les autres villes qui seraient intéressées. Alors, pour cela, il faut absolument contacter les coordinateurs du groupe Miroir, donc Carole et Pierre. Ok. Carole, tu lèves la main, donc peut-être que tu veux Oui, contacter. oui, c'était juste ça, hein. Comme vous avez une magnifique présentation d'Anouk du groupe Miroir, on est vraiment aussi utile aussi pour ça. Si vous savez, si vous êtes une collectivité, vous savez que vous êtes déjà intéressé pour répondre à un appel à projet, ou si vous êtes une entreprise de la même façon, vraiment contactez-nous, faites-le nous savoir et on diffusera cette information soit aux autres groupes qui pourraient compléter vos désirs et vos envies de participer à un appel à projet. Exactement. Merci, Carole. Merci. Et juste une dernière question, les partenaires britanniques, alors ils peuvent participer au projet Horizon Europe, ils ne sont pas éligibles euh, à cet instant T au financement de l'Union européenne puisque l'accord d'association n'a pas été signé. Vous pouvez revenir vers moi si c'est pas clair et je vous donnerai plus d'informations. Comme ça, on peut passer à la suite puisqu'on est déjà un peu en retard. Simplement, j'ai donné accès donc à Étienne Vignali pour prendre la main et présenter. Je n'ai pas réussi à trouver tout à l'heure dans les participants nos deux autres présentateurs. Si vous êtes présent, est-ce que vous pourriez lever la main pour que je puisse vous donner accès? Euh, Voilà. Sinon, de toute façon, dans le laps de temps, vous pouvez prendre la main puisque vous étiez le premier. Est-ce que vous êtes capable de prendre la main, Étienne, pour passer les Oui, slides? bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Oui, très bien. Oui, 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 bah, c'est bon, je peux prendre la main, ça fonctionne. Très bien. Eh bien, bonjour à tous, donc Étienne Vignali, je travaille pour la société publique locale, donc SPL Lyon Confluence, qui est coordinatrice
et d'appel à projet européen. Donc notre consortium s'appelle Ascend et on fait partie des 2 consortiums retenus par la Commission européenne pour l'appel à projet Positive and Clean Energy District. Alors quelques éléments de contexte avant de rentrer un peu plus dans le contenu de ce projet. Nous, en fait, on est l'aménageur d'un projet urbain qui consiste à doubler la taille du centre-ville de Lyon, donc vous l'avez en photo. Et en fait, on a une société publique locale, c'est-à-dire qu'on a une société privée avec uniquement 2 actionnaires qui sont les 2 autorités locales, donc la ville de Lyon et la métropole de Lyon. Et, donc, le projet urbain est bien antérieur au fait qu'on ait gagné à Seine, puisque les premières études remontent à la fin des années 90 et ils durent jusqu'en 2030. Donc on est, une équipe de 25 salariés. Sur ces 25 salariés, on est, principalement 3 à travailler sur les projets européens et encore, pas à temps plein, seulement une partie de notre temps. Donc en général, on cible les projets européens de manière à ce qu'ils fassent sens par rapport à ce qu'on est en train de développer ou ce qu'on souhaite développer, dans les prochaines années, en lien avec le projet urbain. Bon voilà, je passe, pas plus de temps que ça, enfin si ce n'est que le quartier de Lyon-Confluence, c'est un territoire de 150 hectares. La moitié, c'est du quartier existant, c'est la zone que vous voyez en vert. On a une première phase qui est complètement terminée, qui est la phase que vous voyez en rose. Et là, on est on est en cours de réaliser la deuxième phase, du projet urbain. Au total, c'est 1 million de mètres carrés de bâtiments neufs sur des terrains anciennement, industriels et logistiques. Ça, c'est, les derniers projets en cours de travaux, donc orientés vers la partie sud. Le projet urbain Lyon-Confluence, il s'est beaucoup nourri de collaborations, alors avec, une grande variété de partenaires au niveau local, au niveau national et au niveau international, en particulier, européen. Le premier projet européen qu'on a fait, enfin dans lequel on a été impliqué, remonte à 2005. Donc ça fait, une bonne quinzaine d'années qu'on participe à des projets européens. Ces dernières années, notamment avec Smarter Together qui était, un appel à projet Smart City de Horizon 2020, on a un rôle plus important que ce qu'on avait au début puisqu'on en général, on a de plus en plus la double casquette, coordinateur du déploiement du projet européen à Lyon et également, coordinateur du consortium. C'est aussi le cas dans Ascend. Voilà, alors pour, aller un peu plus dans le cœur du sujet de cet appel à projet qu'on a gagné, donc Positive and Clean Energy District, on peut considérer qu'il y a 4 grandes thématiques. Il y a ce qui concerne la consommation énergétique des bâtiments et la réduction de la consommation énergétique des bâtiments. Il y a la production locale d'énergie renouvelable. Alors ça peut être aussi bien le développement de nouvelles capacités que, le travail sur de nouveaux modèles économiques. On pourra en reparler un peu plus sur le volet lyonnais dans quelques minutes. Hem, Développer des solutions de mobilité alternatives pour réduire l'utilisation de véhicules thermiques. Et puis, s'appuyer sur la collecte et l'analyse de données pour soutenir, ces trois sujets. Donc Ascend, c'est un consortium d'une quarantaine de partenaires de 13 pays. C'est un projet qui dure 5 ans, donc qui est à partir de début janvier 2023 et c'est un budget total pour l'ensemble du consortium de 25 millions d'euros sur lequel on a 20 millions d'euros de subventions européennes. Alors la différence entre le budget total et les subventions, c'est que tous les partenaires ne sont pas subventionnés à 100%. Les collectivités sont subventionnées à 100% par exemple ou les associations, mais les partenaires qui ont un statut privé sont subventionnés qu'à hauteur de 70% de leur coût éligible. Donc on a 2 sites de démonstration importants qui est, donc à Lyon, dans le quartier de Lyon-Confluence et à Munich, dans le quartier de Harthof. Et puis on a 6 autres villes, alors qu'on appelle, multiplicatrices dans notre, candidature. Stockholm, Porto, Alba Iulia, c'est en Roumanie, Prague, Charleroi, Budapest, qui vont du coup, répliquer une partie, des solutions qui auraient été déployées, à Lyon et à Munich. Sachant que, pour faire écho à ce que disait Anouk en début de séance, heu, le but de ce projet est évidemment donc d'aller plus loin et plus vite sur, les solutions, de quartier, à énergie positive, mais également, de faire le lien avec d'autres initiatives européennes et de tirer des enseignements qui puissent être utiles et utilisables dans d'autres contextes.
Ça, c'est la diapo de la métropole. Alors, pour, peut-être compléter un peu, ces diaporamas. Nous, sur le volet lyonnais, quand, quand je citais l'aspect consommation énergétique des bâtiments, on va se servir du projet Ascend, pour aller plus loin enfin franchir une nouvelle étape dans la performance énergétique des bâtiments et notamment pour étudier et répliquer un modèle de bâtiment, qui s'appelle 22-26 puisque, la température vise à être constante, heu, toute l'année entre 22 et 26 degrés, avec notamment, très peu de systèmes actifs, donc ventilation, chauffage par rapport à des bâtiments plus classiques. Sur la production locale d'énergie renouvelable, alors c'est certes d'augmenter, la production locale de l'énergie renouvelable, mais aussi de travailler sur, des nouveaux modèles, juridiques et financiers, qui visent à faire des communautés énergétiques. C'est-à-dire que la production locale d'énergie renouvelable soit en priorité, partagée à l'échelle du quartier entre différents bâtiments et non pas juste, réinjectée, dans le réseau comme c'est le cas, de manière, plus classique. Hem, Ça vise aussi à développer de nouveaux usages en lien avec l'espace public. Alors ça peut être de la piétonisation, ça peut être de la densification d'espaces verts, ça peut être, rendre plus flexibles certaines infrastructures initialement dévolues à la voiture thermique. Donc par exemple, les sous-sols, parking avec, notamment l'utilisation, davantage de ces espaces pour de la logistique décarbonée du dernier kilomètre. Et puis poursuivre, le travail qu'on a déjà engagé sur, la collecte, l'analyse de données. Alors pour le suivi évaluation de la performance énergétique, des projets du quartier, voilà, plutôt d'un point de vue évaluation. Donc c'est tous des sujets, des projets qui s'inscrivent dans la continuité, de ce qu'on a déjà pu étudier, initier dans le projet Urbain Lyon Confluence, en particulier avec, des précédents projets européens. Mais voilà, ce type d'appel à projet nous permet d'avoir des financements complémentaires et puis d'avoir aussi un cadre de travail avec, différents partenaires, qui nous permettent, d'aller, de franchir, une nouvelle étape et d'aller un peu plus loin et de progresser, continuellement jusqu'à la fin du projet. Peut-être avant de laisser la parole aux autres personnes qui présentent, en vrac quelques, enfin, conseils ou retours d'expérience, nous, sur ce type de candidature. Alors, c'est une candidature entre la publication de l'appel d'offres et la date limite de candidature, c'est à peu près 3 mois qui se sont écoulés, ce qui est très court, hein, pour, monter, un consortium de cette taille avec un projet de cette taille. Le point de vigilance à avoir, c'est des projets urbains, donc on a des collectivités et des villes, parties prenantes. Il peut y avoir un temps assez peu compressible lié à des prises de décision ou des délibérations de collectivités. Typiquement, on avait, collaboré, lors de notre précédent projet Horizon 2020, la Smart Together avec la ville de Vienne en Autriche, avec qui on a eu une très, très bonne collaboration, qui sur le principe était tout à fait intéressée de repartir avec nous, mais qui n'a pas pu uniquement pour des questions de timing, de prise de décision et de capacité à pouvoir décider vite sur, son quartier, cible et ses actions. Donc, voilà, c'est même avec des gens, avec qui on a des très bonnes relations et qui sont très motivés, très intéressés, ça peut des fois bloquer. Donc, de même pour, des partenaires avec qui on a potentiellement un peu moins de relations, un peu moins d'historique. La partie budgétaire est souvent celle qu'on discute à la fin, une fois qu'on s'est mis d'accord sur les composantes, du projet et puis sur les besoins de chacun. Nous, ça a pu relativement bien fonctionner. Alors aussi parce que dans le consortium, on a un certain nombre de partenaires avec qui on a déjà travaillé. Mais bon, faut aussi savoir que la partie financière, souvent arrive à la fin et on n'a pas beaucoup de temps pour la discuter. Donc, c'est selon les cas, ça peut plus ou moins bien se passer. Nous, quand je disais qu'on avait 2 casquettes, donc coordinateur du déploiement sur Lyon et coordinateur du consortium d'ensemble, alors ça, c'est pour l'affichage, enfin c'est pas que de l'affichage, c'est un peu vrai aussi. Mais dans les faits, c'est plutôt une équipe de coordination, sur lequel on s'appuie pour gérer, des projets comme ça et comme on l'avait fait. Donc on est, un gros prestin de 3-4 partenaires et puis ensuite on s'appuie sur, d'autres partenaires responsables de chacune des composantes.
Et donc voilà, il y a vraiment un noyau dur qui est chargé de faire le relais avec, des partenaires qui ont davantage un rôle opérationnel et d'autres qui sont impliqués et dans la partie opérationnelle et dans la partie coordination. Peut-être autre, petit conseil ou point d'attention, c'est sur la partie strictement administratif de ce genre de candidature. C'est-à-dire que spontanément, on a plutôt tendance à réfléchir sur qu'est-ce qu'on souhaiterait faire comme projet, qu'est-ce qu'on souhaiterait financer. La candidature, elle a aussi, comme tout appel d'offres, un volet administratif avec un certain nombre de documents à récupérer, un certain nombre d'attestations à fournir. Ça peut être aussi assez chronophage, hein, sur, 39 partenaires, vous imaginez qu'ils n'ont pas tous l'habitude, qu'ils n'ont pas tous sous la main, que certaines organisations sont plus ou moins grandes, avec des gens qui sont, de temps en temps en congé, de temps en temps qui savent pas et cetera. Donc ça aussi, c'est la partie administrative, c'est vraiment quelque chose qu'il faut, commencer, au plus vite parce que, on passe quand même, pas mal de temps et si, il manque des attestations, des justifications, ça peut, mettre en péril, la candidature. Voilà et puis, dernière chose, que je voudrais citer, c'est que, nous, on a eu l'expérience sur notre précédent projet, Smart Together avec, Munich et Vienne. Hem, Ces appels à projets sont assez intéressants pour faire, des projets concrets en milieu urbain puisque ça finance, notamment des travaux et des études. Ça finance pas uniquement du temps de personnel. Par contre 5 ans, c'est très court, puisqu'il y a une phase de déploiement, une phase de suivi évaluation. Donc il faut vraiment arriver à combiner les objectifs de l'appel à projet avec, les sujets d'intérêt, dans chaque projet urbain et des sujets qui soient prêts à être déployés, dès le démarrage du projet. Parce qu'en fait, si les projets sont, pas du tout mûrs, rien que le temps de réfléchir, de les affiner, de décider et cetera, en fait, la durée du projet européen sera terminée et du coup et aussi les financements qui vont avec, seront perdus s'ils peuvent pas être dépensés. Donc, c'est voilà, c'est 5 ans, ça paraît long, mais en fait, c'est très, très court et voilà et c'est aussi quelque chose à avoir en tête. C'est tout pour le moment sur ce que je souhaitais présenter, mais je suis évidemment à votre écoute si vous avez des questions ou des demandes de précision. Merci Étienne. Il y a quelques questions, je pense. La subvention des entreprises privées est-elle de 70 pour tous les projets missions? Oui, pour les actions d'innovation, ça ne concernait pas précisément le projet. Non, il n'y a pas de question particulière. Est-ce que David veut poursuivre avec Oui, son point de vue de partenaire du projet Ascend? oui, Bonjour bonjour à David. toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Donc moi, je travaille à la métropole du Grand Lyon, je suis dans le service transition énergétique et donc on est partenaire, aux côtés de la SPL Confluence du projet Ascend. Moi, on m'a demandé d'intervenir pas tant pour, parler de ce qu'on fait dans le projet, mais de pourquoi et comment on est monté dans ce projet. Faire un petit retour d'expérience en tant que collectivité, souhaitant participer à un projet européen. Donc nous, de la même manière que l'a présenté Étienne pour la SPL, si on est monté dans ce projet, c'est parce que pour nous, c'est une opportunité de financer et de booster des actions, des projets qui avaient été prévus, qui étaient déjà prévus avant même qu'on nous parle de cette candidature. Donc évidemment, on allait chercher du financement pour remporter plus facilement des arbitrages budgétaires en interne de la collectivité et aussi, bénéficier d'un certain portage et d'une mise en avant, des projets qu'on porte à la fois en interne, mais aussi en externe de la collectivité. On a aussi regardé avant de confier notre candidature aux côtés de la SPL, en gros le ratio coût-bénéfice. Et clairement là, la SPL est venue nous voir avec un projet, quasiment, complètement ficelé, hein. On était plutôt à la fin de la mise en place de la candidature. Et donc, nous, ça ne nous a pas coûté grand-chose de monter dans ce projet-là, puisqu'on a simplement dû, préciser, quelle était notre contribution, concrètement quelles actions on proposait d'inclure dans ce projet, évidemment le budget, le temps passé, qui allait avec. Et donc pour nous, c'est vraiment quelque chose de très, agréable, j'allais dire, hein. Je remercie d'ailleurs Étienne et ses collègues pour tout le travail qu'ils font, de coordination, parce que comme l'a dit Étienne, c'est du gros boulot de leur côté. Mais pour nous, c'était un apport, on va dire, en tout cas raisonnable, pour pouvoir, monter dans ce projet-là. Des petites alertes, que je veux faire monter, Étienne en a déjà pas mal parlé, donc je vais pas trop m'étendre, mais il y a en effet, quelque chose d'assez complexe à gérer entre les temporalités du projet européen avec des délais de signature, des délais entre le moment où les documents sont finalisés et le moment où il faut les signer qui sont,
quasiment incompatible avec les délais de délibération d'une collectivité, en tout cas d'une grosse collectivité comme la métropole de Lyon. Nous concrètement, au moment où on veut passer une délibération, il se passe 6 mois avant le moment où la délibération elle est prise, hein, grosso modo. Donc évidemment, tout le jeu est d'arriver à trouver, les raccourcis et de faire un peu d'innovation aussi en interne pour arriver à quand même, remporter des décisions, formelles, hein, des délibérations dans les temps. Donc on tord un peu les choses dans tous les sens, mais c'est clairement une difficulté de notre côté. Compte tenu, ben, du temps relativement rapide, du côté, européen, dans les processus. Autre petite, difficulté ou interrogation, c'est que nous, finalement, on maîtrise assez mal, la globalité du projet Ascend, hein. La SPL Confluence, on a une vision, tout à fait exhaustive, mais nous, on est arrivé un peu les derniers là-dedans et on maîtrise pas forcément, tout ce que font les autres partenaires dans le projet. Donc évidemment, on n'a même pas encore, on a rencontré une seule fois à distance, hein, les partenaires. Le kick-off meeting arrive dans 5 mois. Ce sera l'occasion d'en savoir un peu plus, mais forcément, on arrive un peu, rapidement dans le projet, donc on maîtrise un peu moins. Et ensuite, l'autre point, d'alerte, c'est tout le travail de, reporting, du temps qu'on va passer sur le projet, des dépenses qu'on va passer sur le projet. Évidemment, on touche des subventions, on est financé à 100, donc en retour, on doit être, transparent, sur l'ensemble des dépenses pour lesquelles on demande des financements. Et ça, je pense que c'est quelque chose de non négligeable. Moi, je l'ai vécu dans un précédent, emploi. Ça prend du temps de compter son temps, ça prend du temps de compter ses dépenses et c'est, quelque chose qu'il faut, je pense, pas négliger, à la fois aussi en termes d'outils. Donc nous, là, on est en train de réfléchir aux outils, qu'on va mettre en place pour avoir une évaluation de ce temps et ses dépenses au fil de l'eau et aussi une certification de ces dépenses chaque année pour que, à la fin du projet, entre guillemets, il n'y ait plus qu'à compiler ce qui aura été déjà certifié chaque année et pour faire le rapport final. Parce qu'on l'a vécu dans d'autres projets, précédemment, quand à la fin du projet, on découvre, par exemple, qu'il faut faire un audit, de l'ensemble des dépenses qui ont été réalisées sur l'ensemble du projet et qu'on l'avait pas préparé initialement, ça peut devenir une souffrance et une Je crois qu'on a perdu David. Et Anouk, ton micro est coupé, je sais pas si tu parlais. Oui, je disais qu'on avait perdu David. Excuse-moi. On l'a perdu. En attendant, peut-être qu'on peut poser les 2 questions qui sont, apparues, non? Alors, oui, une question, bah, peut-être que Étienne va pouvoir répondre. Concernant la politique énergétique sur le projet ASEN de la SPL Lyon, quels sont les enjeux énergie, RCFU, ELEC, Mix, énergie et air? Les enjeux, c'est de continuer de développer la production d'énergie renouvelable, donc soit chauffage, soit électricité, et de travailler et d'aller un cran plus loin sur le, le montage juridique et financier de communautés énergétiques. On n'a pas de réseau de froid, nous, dans le quartier. Voilà, c'est pas une orientation qu'on a pris en termes d'aménagement. On réfléchit plutôt à d'autres solutions pour éviter la surchaleur liée à la conception des bâtiments, mais sans forcément favoriser la climatisation dans les logements en particulier. Et après, l'autre question, avez-vous des entreprises et la maîtrise d'œuvre dans votre consortium? Alors, on a un certain nombre d'entreprises dans notre consortium. Ça va d'entreprises de conseil à des entreprises, à des bureaux d'études, à des entreprises qui développent des solutions liées à la collecte et gestion de données. C'est pas t en fait, le projet va permettre de subventionner, un certain nombre de travaux et d'études, mais c'est pas pour ça qu'on est obligé d'avoir la totalité des prestataires présents dans le consortium. C'est-à-dire que si, l'ASP Lyon Confluence fait appel à des prestataires pour faire des études ou à des entreprises travaux pour des travaux, l'ASPL paiera ses dépenses, sera subventionnée à une certaine hauteur par le projet Ascend, mais il n'y a pas forcément besoin que la totalité de ces prestataires, qui sont d'ailleurs pas forcément tous connus au moment où on gagne la candidature, soient présents dans le consortium. Donc, voilà. Et après, à quel moment ces entreprises interviendront? Bah, c'est un petit peu tout au long du projet. Par exemple, il y a un bureau d'études dans le consortium lyonnais qui intervient plus sur le suivi évaluation de la performance énergétique. Ils seront davantage actifs à la fin du projet qu'au début, même s'ils sont quand même impliqués tout au long. Il y a d'autres entreprises, on travaille avec certains cabinets conseils pour nous aider sur la coordination d'ensemble du consortium. Bon, bah, ceux-là, ils seront à peu près mobilisés à part égale tout au long du projet. Donc, on a un peu tous les cas de figure. Et puis après, dans les autres villes, c'est pareil, ils ont aussi certains partenaires entreprises.
Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu correctement aux questions, en tout cas. Merci Étienne. David n'est pas revenu, donc je ne sais pas, Benjamin, est-ce qu'on passe à la présentation de Guillaume Tournaire? Écoute, oui, pour pas Oui. se mettre en retard, même si on a rattrapé un petit peu. Et puis, oui, Guillaume, vous pouvez faire votre présentation et si Étienne se reconnecte, on lui permettra peut-être de finir quand même. Non, c'est David, David. Étienne est là. C'est Étienne est connecté. Ouais. Vous m'entendez, c'est bon? Oui, Oui, nous vous très bien. entendons très Oui, bien. oui. D'accord. D'abord, je remercie Lyon Confluence pour leur intervention et aussi pour le fait d'avoir porté de manière et gagné un appel à projet Horizon Europe, parce que je pense qu'en France, un des problèmes qu'on a entre autres, c'est qu'on est, on est très, on a du mal à porter des projets. Nous, à commencer à Grenoble, puisqu'on est, quand on fait des projets de ce type-là, on est partenaire. Il est inenvisageable pour nous aujourd'hui d'être porteur d'une candidature sur des projets comme ça. Alors cet effort et en plus gagnant de Lyon Confluence, je les félicite. Voilà. Et je pense que c'est une inspiration aussi pour d'autres dans notre capacité peut-être à aller au-delà d'être seulement partenaire projet. Voilà. Donc après, je vais commencer à vous parler de projet Climat Boro. Juste une question, Guillaume. Ouais. Je me permets juste de vous interrompre. Est-ce que vous voulez prendre la main ou vous voulez me dire quand est-ce que je passe les slides? Non, vous y allez, il y a 3 diapos, donc c'est bon, hein, ça Ok. va être rapide. Hein. Et puis je pense que je vais surtout discuter après, parler longtemps sur la troisième. Voilà, donc moi je suis chargé de mission politiques européennes à la métropole. Donc mon rôle à la métropole, c'est de travailler avec mes collègues, de faire en sorte que la métropole puisse s'engager sur des projets européens et qu'après elle puisse créer les conditions pour les réussir. Voilà ma première diapo. Donc on va parler du projet Climat Boro. Alors le projet Climat Boro, c'est un projet donc de la mission ville, hein, l'appel à projet planification et conception urbaine pour des villes justes, durables, résilientes et climatiquement neutres, donc en ligne avec, la mission ville, bien évidemment. Le concept, donc c'est un projet qui est mené par ANCI Toscana. ANCI, c'est l'association italienne des villes et qui a une organisation en association régionale et qui est dans beaucoup de projets européens. C'est un projet qui a un budget de 11 millions d'euros, donc qui est plus petit que le précédent qu'on a vu, avec 30 partenaires, dont 4 Français, dont parmi les Français Energy Cities, qui est français juridiquement, mais européen dans son travail, donc mes 3 Français, ce qui n'est pas toujours le cas dans ce type de projet. Hein, sur des projets quelquefois on est les seuls Français. Donc le concept de Climat Boro, c'est définir et déployer des solutions pour co-créer des processus de planification. C'est valoriser de nouvelles pratiques urbaines et spatiales de planification et de travailler sur la prise de décision basée sur les données et la connaissance. Donc il y a tout un travail aussi sur la question du digital et de la donnée qui est assez intéressant pour nous dans ce projet-là, parce que c'est des choses qu'on ne sait pas faire aujourd'hui. Et puis après, il y a d'autres choses, on va le voir, sur la mise en place de démonstrateurs au niveau local à Grenoble. Donc on est partenaire il y a 12 villes dans le projet. D'un certain nombre de pays européens, il y a 8 villes leaders et 6 suiveuses, et 4 suiveuses. Nous, on a un budget de 360 000 euros qui est principalement de la RH, à laquelle sont joints les frais indirects, ainsi que les forfaits de déplacement. On n'a pas demandé dans ce projet-là d'avoir des crédits pour de la prestation de services, de la consultance ou des choses comme ça. Je dois vous avouer que ce n'est pas moi qui avait suivi le processus, et aujourd'hui, je trouve que ça aurait été bien si on avait eu cet argent-là, un petit peu d'argent en plus, qu'on aurait pu avoir des besoins pour développer des choses. Mais vous allez voir qu'il y a des choses dans le projet qui sont intéressantes aussi par rapport à ça. Voilà, donc ça c'est pour fixer le cadre, sachant que, je reviendrai après, mais nous, d'avoir des RH, c'est un élément fondamental sur des projets Horizon Europe, tout comme des projets Interreg, parce que ces projets-là, on ne les met pas en place à RH existante. Il faut quelqu'un dans ces projets-là, passer un certain montant d'engagement, et donc ces projets nous permettent de recruter quelqu'un pour la mise en œuvre du projet, le suivi et aussi tous les interfaces administratives, financières et autres, et les éléments de communication. Donc c'est fondamental pour nous de pouvoir avoir la capacité à recruter sur des projets de ce type-là. Voilà, donc à la suite, deuxième diapo, tu peux changer la diapo, Benjamin. Voilà. Donc
Voilà, je reprends sur les objectifs. Donc, le projet propose proposer des climb hubs. Donc, c'est mettre en lien des villes avec des villes leaders, des villes suiveuses et des fournisseurs de solutions pour travailler sur des expérimentations en conditions réelles. Vous verrez après que nous, on va développer aussi des choses dans ce cadre-là. On va essayer de développer donc un travail sur l'énergie et la mobilité. Mobiliser l'intelligence collective des acteurs locaux pour le développement de solutions collaboratives. Donc là, l'idée de travailler ensemble, et là aussi, on va développer quelque chose sur la question de l'urbanisme résilient et l'urbanisme décarboné. Travailler sur les services climatiques et puis tester sur le terrain des concepts. Alors, il y a un certain nombre de concepts. Ça, c'est un élément. Je ne vais pas rentrer parce que pour tout vous dire, on a eu juste avant la première réunion du consortium où on s'est présentés les uns les autres, puisque le projet a commencé au 1er janvier. Réunion qui n'est pas encore terminée, donc je l'ai quitté pour venir vous voir. Mais on découvre en tant que partenaire aussi un certain nombre de concepts qui sont développés et concepts pour lesquels on a nous aussi besoin de précision, d'explication pour savoir exactement à quoi ça va correspondre et ce qu'on pourra en faire. Donc là, je le présente comme ça. Donc on a cette histoire de Climb Up, de Climate Sandbox. On a cette histoire aussi d'une boîte à outils que nous, on veut transformer en un peu autre chose. Mais on est quand même dans une logique de phase de découverte, un peu cet appel à projet, et ce projet-là qui démarre à peine. Et donc, au-delà des termes, c'est quelquefois un peu difficile, même pour moi aujourd'hui, de vous expliquer ce qu'il y aura dedans. Par contre, il y a un élément qui est assez intéressant et pour nous nouveau, c'est que le chef de file Anchi a un budget, un très gros budget dans le projet, et 2,5 millions d'euros de ce budget-là, donc un quart du budget, auront pour objet de mettre en place des marchés publics d'innovation avec la logique d'appel à projet. Donc là encore, quelque chose qu'on n'a pas totalement compris, mais l'idée, c'est d'aller chercher des fournisseurs de solutions pour répondre à un besoin que nous, on va exprimer. Alors, je donne un exemple sur les réflexions qu'on a en ce moment. Le projet qu'on va développer est rattaché à un grand projet urbain qui s'appelle Grande Alpe, qui est un projet qui se fait sur le sud de Grenoble, et les communes limitrophes d'Échirolles et des Bains, où il y a un grand centre commercial, un grand hypermarché, entouré de 30 000 habitants qui sont principalement en logement social, où 30% du foncier va muter dans les 15 ans à venir dans le cadre de ce projet-là, où il y a énormément d'enjeux. Et on se pose, par exemple, l'idée de travailler sur ce projet, ce programme-là, pour développer quelque chose autour de la construction, de l'aménagement décarboné. Donc, l'idée de voir comment est-ce qu'on peut créer les conditions pour que les aménageurs, les promoteurs, les parties prenantes qui sont sur le territoire, les gestionnaires des centres commerciaux, par exemple, puissent rentrer dans une dynamique en utilisant des biomatériaux, en réfléchissant sur un certain nombre de choses qui permettent de faire une architecture et un aménagement décarboné. Donc ce travail-là, il se fera sans doute via cet appel à projet d'innovation, peut-être, en tout cas, ce qu'on discute, pour avoir les bases technologiques, techniques, pour pouvoir organiser ça. Voilà. Donc pour nous, il y a un certain nombre d'objectifs là-dedans. Développer un urbanisme tactique, c'est un travail qui se fait, ce projet Grande Alpe. Initier ces approches toujours autour de Grande Alpe, de communauté de la mobilité, communauté énergétique à l'échelle d'un quartier. On en a parlé avec juste avant. Donc c'est vraiment construire cette approche communautaire, même sur la mobilité, cet aménagement décarboné. Et puis, voilà. Et puis, disons que l'idée pour nous, dans les projets européens qu'on transfère là, qu'on construit là, c'est vraiment l'idée d'utiliser un appel à projet. Donc moi, mon travail, il va être en amont de veille sur les appels à projets, de dialogue aussi avec les services de la métropole, pour arriver à cibler les appels à projets qui sont d'intérêt pour nous, sur lesquels on peut se baser pour, alors toujours dans le cadre d'un projet métropolitain, de se baser sur la manière dont ils peuvent appuyer nos politiques locales. Que ce soit par l'émergence de projets, de la structuration d'activités ou de projets, voire du déploiement à plus grande échelle d'un projet, avec à la base toujours la capacité à donner au service de l'ARH supplémentaire, avec la difficulté souvent, une fois qu'on est retenu, d'aller très très vite pour recruter. On parlait de délibération sur le Grand Lyon, mais les processus de recrutement ne sont jamais très souples, donc c'est un travail qui pose des problèmes en démarrage de projet. Mais en tout cas, d'arriver à donner ce package au service, sachant qu'à partir du moment où on a repéré, discuté en amont
avec les services sur de l'intérêt par rapport aux appels à projets, on fait nous en interne ce qu'on appelle une note d'opportunité de faisabilité, où on pose les conditions et on demande à la direction générale des services de nous approuver le fait de travailler sur ce projet-là. Je dois vous avouer que on est dans ces conditions-là toujours sur un travail qui se fait en parallèle, parce qu'en même temps qu'on demande l'autorisation, on fait en sorte que cette autorisation sera donnée, parce qu'on discute avec des partenariats pour les intégrer, pour commencer à construire le projet en parallèle. Donc c'est toujours qu'il y a une petite difficulté dans notre système, c'est qu'on demande une autorisation d'aller, mais en même temps on travaille déjà en parallèle pour intégrer un projet. Quelquefois en plus, il faut aller très vite. Donc là, on l'a vu avec Climaboro, on avait fait une veille et un travail avec différents réseaux, on avait fait une partner search avec Eurocities, un certain nombre de choses, et on a eu une prise de contact avec l'ANSHI qui était assez tardive, quelques semaines avant la fin de la clôture. Donc à la fois à ce moment-là, on a dû travailler cette acceptation et en même temps travailler sur le projet. Et donc quand on arrive quelques semaines avant, ça a été un peu dit par le Grand Lyon, on regarde les conditions, ce que nous propose le projet, ce qu'on peut y faire, mais on ne peut pas faire un travail en profondeur sur la candidature et même impacter le format général de la candidature par nos intentions, comme c'est le cas quand on est sur un projet où on y est depuis beaucoup plus longtemps. Donc c'est souvent une difficulté sur les projets européens du moment dans lequel on rentre dans un partenariat d'un consortium de candidature. Pour répondre aux questions qui avaient été posées, il n'y a pas eu de difficultés particulières parce que c'est un projet qui est centré vraiment sur l'accompagnement de pratiques et le partage de pratiques et l'accompagnement des praticiens et des pratiques des villes qui sont impliquées. Donc il est très... moi j'ai l'habitude de dire qu'il y a deux types de projets en Horizon Europe. Il y a des projets qui sont centrés sur la science et la recherche et qui vont chercher des pilotes, des démonstrateurs sur des territoires, mais qui définissent en amont un cadre, des intentions, des objectifs, et nous, on doit s'insérer dedans. Et puis des projets que nous, on préfère, où on est co-construit entre la recherche, l'expertise et les partenaires territoriaux, les partenaires villes pour ce qui nous concerne, et où on va travailler ensemble sur une définition avec un plus grand équilibre entre nos besoins à nous en tant que collectivité locale et l'angle et l'axe de recherche et d'innovation du projet qui va lui séduire les autorités européennes pour qu'il soit retenu. Donc à présent, les thèmes qui étaient dans l'appel à projet de justice, de durabilité, de résilience, vous comprenez qu'ils sont au cœur du projet urbain qui est support à cet appel à projet, donc c'est rentré en plein dedans. Ça fait partie de ces appels à projet sur lesquels on n'a pas trop de difficultés à se dire que ça va le faire si on est retenu. Donc aujourd'hui, on met en place le projet. On a un recrutement, alors je le détaille ici, avec un double profil urbain aménagement et projet européen que nous allons bientôt mettre en publicité. Donc si dans l'auditoire, des gens qui connaissent, des gens qui sont capables de venir sur Grenoble, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Voilà, donc l'idée c'est que cette personne, elle prenne en charge le projet sur les contenus et gérer l'administratif avec les services support. Et voilà, et après, donc je l'ai mis à la fin, mais c'est ce que je dis un peu, la volonté pour nous, c'est vraiment d'utiliser ce projet comme d'autres pour structurer des expérimentations qui vont être au service de politiques métropolitaines plus larges. Si on travaille sur l'approche communauté de mobilité ou communauté énergétique, c'est vraiment l'idée de travailler sur des concepts qu'on pourra dupliquer après, qu'on pourra réutiliser dans d'autres contextes. Idem sur la question de la décarbonation ou de l'urbanisme tactique. L'idée, c'est de se faire la main, de s'enrichir de pratiques chez d'autres, et puis d'arriver à développer une méthodologie des concepts qu'on puisse travailler ultérieurement au-delà du projet Grand Alpes et les intégrer à notre manière de faire l'action publique métropolitaine. Donc voilà, après je ne sais pas si j'ai parlé mes 15 minutes, donc finalement, donc je ne sais pas, après s'il y a des questions, voilà, je peux essayer d'y répondre. Merci. J'ai pas vu de questions passer dans le chat. Vous pouvez toujours lever la main, on peut vous donner accès à votre micro ou à l'écrit. Et s'il n'y a pas de questions, je voulais savoir si Françoise, tu étais toujours là, parce que j'ai vu que tu avais répondu à des questions et que tu étais présente, et c'est très bien. Parce que Françoise, bah voilà, je vois que tu as activé ton micro, je te laisse te présenter et présenter ton rôle un peu dans le conseil de la mission. Oui, bonjour. Donc moi, je suis Françoise Gaspard. Je représente la région Île-de-France à Bruxelles. Alors, Benjamin, je ne suis pas sûre que ce soit très judicieux de mélanger le board de la Ok, bon bah non. mission et les appels. Peut-être juste dire que
il faut peut-être, comme ça n'a pas été signalé, ne pas confondre l'initiative 100 villes et l'appel, parce qu'il y a quand même s'il y a des liens, il y a quand même une vraie différence entre les 2. La mission ville initiative et les 100 villes qui ont été sélectionnées par la commission et les 9 villes françaises qui en font partie, elles répondent plus spécifiquement à des appels lancés par Net Zero City. Les appels lancés dans le cadre, du programme Horizon Europe, les appels missions, ils sont ouverts à tous, mais à tous, donc à toutes les villes européennes et surtout, ce sont des appels un peu plus techno, j'allais dire, c'est-à-dire qui sont quand même préparés par des partenariats technologiques et ce qui est attendu dans la commission, c'est d'essayer d'alimenter les agendas stratégiques de ces 2 partenariats, pour le transport, en tout cas SICAM et Tout Zéro. Et donc ils sont quand même axés très, véhicules, et très, développement de stations de charge de manière innovante. Je crois que c'est important de le préciser et du coup, la concurrence sur ces appels-là, elle est très, très rude puisque, comme c'est ouvert à tous, il y a déjà beaucoup et pour répondre aux questions qui ont été posées tout à l'heure, au niveau européen, on sait déjà que comme, ce sont des appels préparés par des partenariats, tous les membres des partenariats ont commencé à élaborer des projets depuis l'année dernière. Donc, c'est des appels qui vont être extrêmement concurrentiels et qui sont très convoités. Il y a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de consortia qui se montent actuellement. Voilà, très rapidement. Merci Françoise, et merci Benjamin, d'avoir je été crois que présente. j'ai oublié de dire un truc en réaction à Oui, ce bien que sûr. tu as dit tout à l'heure. C'est la question de la connexion entre des partenaires territoriaux et d'autres types de partenaires, le rôle du groupe Miroir et tout ça. C'est quelque chose qui est assez compliqué, ça, parce qu'en fait, nous-mêmes, en tant que ville, notre besoin, c'est de trouver des consortiums. Vient de le dire Françoise, nous, j'ai pas assisté à la première partie, mais je sais qu'il y a plusieurs appels à projets que vous avez présentés sur lesquels nous, Grenoble Métropole, on cherche à se positionner. Nous, on est d'abord dans une recherche de consortium. Alors, des fois, on va vers des opérateurs de type recherche, de type consulting ou autre, ou des compagnies qui vont même nous aider. Je veux dire, c'est pas dans un seul sens. C'est pas, faut venir voir les villes parce qu'on va être dans un truc. C'est que nous, quand on n'est que partenaire d'un projet, on n'a pas autant aussi la capacité. Même, j'ai des exemples très concrets où on a proposé de venir en binôme avec un autre partenaire. On a dit non, mais ça va, on n'a pas besoin. De votre autre partenaire. Autrement, vous lui faites un contrat au niveau local comme prestataire. Ça, vous pouvez le faire si vous voulez travailler avec lui. Mais en fait, pour moi, c'est que c'est très compliqué. Je sais qu'il y a beaucoup de dynamiques qui se font au niveau national, comme nous en Auvergne-Rhône-Alpes, au niveau régional, pour mettre en lien des partenaires territoriaux et des collectivités locales avec d'autres types de partenaires. Là, l'histoire de l'appel à projet d'innovation, du marché d'innovation, c'est un truc très particulier, puisqu'on va faire une demande là-dessus. Mais autrement, je pense que c'est vraiment... C'est un peu une jungle, on le sait, ceux qui participent à cet appel à projet, c'est une jungle et on se retrouve toujours en situation, chacun est dans sa situation de faire des alliances pour arriver à intégrer des partenariats. Et je pense que c'est vraiment dans les deux sens. Moi, j'ai sollicité, on a listé un certain nombre de centres de recherche, de centres de compétences qui nous intéressent pour qu'ils sachent qu'on existe, parce qu'on sait aussi qu'ils sont des appels à projets européens et que quand ils sont dans des choses, ils pensent à nous plutôt qu'à d'autres pour intégrer. Tout comme sur d'autres, on va discuter en disant voilà, on va aller là-dedans et ça vous dirait de venir travailler avec nous et d'autres avec nous. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment prendre ça en main, en tête, que c'est vraiment dans les deux sens que ça se joue et qu'on le voit. Et là encore, Lyon Confluence l'a dit. Il y a des gens qu'on connaît bien avec qui on peut mais on ne travaillera pas avec eux sur ça parce que c'est pas le moment, parce que la thématique c'est pas ça finalement. Et voilà. Donc à chaque fois tout est remis en cause. Et c'est ça qui est quand même un peu compliqué quelquefois à gérer pour des collectifs moins habitués, c'est qu'à chaque fois c'est un combat pour aller chercher des consortiums, et puis pas pour aller chercher un consortium, mais pour rentrer dans le bon consortium, dont on pense qu'il a des chances de succès. Voilà. Et c'est quelque chose qui est chaque fois un défi pour chaque partenaire, chaque collectivité pour rentrer dedans. Voilà, j'ai terminé. Merci. Bon, ce qui est facilité quand même par le fait que, à force de participer, vous avez développé un réseau que vous pouvez mobiliser, non? Vous n'avez pas l'impression que ça vous a aidé?
Oui, il faut entretenir, entretenir, bien ça ne sûr. marche pas tout le temps. Et s'ils ont un autre contact avec d'autres Français, finalement, avant, ils vont prendre les autres. Et puis, on est en concurrence, même si on est tous copains, entre les principales métropoles et agglomérations. Néanmoins, alors des fois, on arrive à être à 2 sur un consortium, c'est super. Mais des fois, c'est plus compliqué. Voilà. Des fois, Non, je pense qu'il n'y a, pas de position de confort pour ça, quoi. Voilà. Je ne sais pas ce que d'autres collègues de collectivités qui sont j'ai vu là dans le nom ici peuvent commenter, mais je pense que c'est assez compliqué, quoi. Toujours. Merci. J'ai pas vu de nouvelles questions dans le chat. Merci Anouk. Si les dernières personnes le souhaitent, peuvent lever la main, poser leurs questions. Et sinon, on va s'avancer vers la conclusion de ce webinaire. Il reste 4 minutes. C'est assez pour vous présenter cette dernière slide, donc avec tous les liens utiles par rapport à ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Donc les liens pour le Pinville et Anouk, son mail, la lettre d'information qui est très intéressante et qui communique sur vraiment toutes les opportunités à destination des villes au-delà d'Horizon Europe, qui parcourt plusieurs programmes, son LinkedIn, son site internet et l'équivalent au niveau du ministère et du MESR pour le PCN Transport, donc moi-même et mon équipe, et donc nos mails, liste de diffusion et page internet et LinkedIn. La page internet, c'est sur celle-ci que vous retrouverez, parce que la question est, je crois, intervenue à un certain moment. On mettra l'enregistrement de ce webinaire et les présentations sur ce site internet, et c'est pareil pour tous les autres webinaires sur les missions qui ont eu lieu cette semaine. Comme Anouk le disait, les noms et adresses mail des 2 coordinateurs du groupe Miroir-Ville, Pierre Paco et Carole Pourchet, qui étaient là aujourd'hui. Le 17 et 18 janvier, c'est au tour de la Commission européenne de faire sa journée d'information autour des missions pour les appels 2023. Donc les 5 missions seront abordées sur ces 2 jours. Donc si jamais il y avait des questions qui restaient en suspens, auxquelles on n'aurait peut-être pas apporté toutes les informations que vous attendiez ou que vous n'avez pas pensé à nous poser aujourd'hui, n'hésitez vraiment pas à vous connecter à ces sessions d'information de la Commission européenne qui pourra donc répondre à ces ultimes questions. Et éventuellement aussi, ce qui est toujours intéressant, c'est de voir qui d'autre est connecté et qui pose des questions à travers le chat. Normalement, la Commission européenne utilise Slido, si je ne me trompe pas, pour l'interactivité et voir qui pose des questions. Ça permet aussi de voir qui se positionne au niveau européen. Voilà, et quelques liens utiles pour la mission ville et puis pour le programme Horizon Europe 23-24 au-delà des appels missions. Sur ce, de mon côté, je remercie tous ceux qui étaient présents. Merci beaucoup à Anouk pour avoir co-organisé ce webinaire avec moi et nos différents intervenants, également Pierre, Carole, Françoise qui étaient présents pour nous aider à répondre à vos questions. On reste disponible, que ce soit Anouk ou moi-même, pour vous accompagner sur ces appels où on sait que la deadline est vraiment très proche. Et puis surtout, bon courage et en espérant que vous déposerez beaucoup. Voilà, Anouk, je te laisse conclure si tu veux également. Merci, un très grand merci à toutes et tous et bonne journée. À bientôt.